L'idée que le capitalisme est une machine d'enlaidissement du monde est une idée ancienne. Dès le XIXe siècle, les attaques de Morris, de Ruskin contre le machinisme, contre aussi le capitalisme qui ne crée que de la pacotille, que du kitsch, que de l'imitation, est une idée très largement développée. Jusqu'au Bauhaus, vous avez tout un ensemble de gens qui vont dénoncer la laideur industrielle, d'autant plus que cette laideur se répercute en quelque sorte sur l'existence, puisque finalement l'ouvrier se substitue à l'artisan, et là où il y avait l'amour de la belle œuvre, il ne reste plus que Charlot sur sa chaîne, et qui a fait la même chose, autrement dit, le capitalisme enlaidit l'existence des gens. Et c'est une idée, encore d'ailleurs très largement développée aujourd'hui, que c'est une énorme machine à broyer les êtres, les cultures, à enlaidir le monde, et même à l'enlaidir jusqu'à son tréfonds, puisque avec la pollution et toutes ces choses-là, les villes deviennent irrespirables dans des sortes de brouillards interminables et qui, au fond, détruit la diversité, la beauté et même la dignité des hommes. Les villes, l'urbanisme moderne a pu permettre effectivement de loger les gens, mais enfin, sur le plan de la beauté, du charme, de l'aménité de la vie, on a fait mieux. Donc, si on prend ces groupes, ces pôles, les mass médias, l'urbanisme, des choses comme ça, qui sont quand même des grands phénomènes de la vie, indéniablement, le capitalisme n'est pas le meilleur exemple pour nous amener vers l'idée que nous allons vers un monde de beauté. Bien. Néanmoins, cette idée, je la crois parfaitement unilatérale, parce qu'elle ne prend pas en compte une autre dimension. Cette autre dimension, c'est que depuis le XIXe siècle, de nombreux capitaines d'industrie, du commerce, des créatifs de tout genre, ont commencé à créer tout un ensemble de phénomènes alliant la production industrielle et une recherche esthétique indéniable. Prenons les grands magasins. Une merveille qui a fait rêver toute une génération, enfin la deuxième moitié du XIXe siècle, et dont Zola tirera au bonheur des dames. Hein. Mais vous avez l'âge d'or de la publicité, vous avez des affiches absolument des chefs-d'œuvre, vous avez le cinéma, vous avez l'industrie musicale, vous avez le Bauhaus, qui devient une sorte de prototype au départ, et de toute la dimension ensuite du design, qui va être intégrée dans les industries de la consommation, et qui fait qu'il y a toute une branche du capitalisme qui, au contraire, intègre systématiquement la dimension créative et esthétique. Les produits aujourd'hui, de plus en plus, ont cette dimension de résonance émotionnelle. Ce qui change d'ailleurs de ce qu'ils étaient à l'époque du Bauhaus, où là on avait un design beaucoup plus austère, beaucoup plus constructiviste, fonctionnaliste, et c'est la dimension marchande qui a conduit à des designs d'objets courants qui intègrent l'émotion, le jeu, l'humour, le vintage. Donc nous avons une diversité considérable. Mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que le capitalisme n'a pas simplement esthétisé les choses, il a esthétisé les consommateurs. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister, parce que de tous côtés, on nous dit qu'au contraire, le capitalisme abrutit les gens, il les aliène,
Bref, il les prolétarise. Il prolétarise les consommateurs, des gens qui n'ont plus de goût, tout le monde mange vite, on fait tout vite, on n'a plus de saveur, on ne rencontre plus les gens parce qu'on se parle avec des smartphones. Bref, le capitalisme serait une machine qui désensualise l'expérience, qui sépare les êtres et donc qui éradique la dimension de l'émotion esthétique. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que ce n'est pas vrai. Et quand on dit ça, c'est qu'on a une vision très aristocratique de l'expérience esthétique. Si on prend comme modèle de l'homme esthétique le modèle prôné par Schiller, ou bien les esthètes tels Baudelaire ou Oscar Wilde, il est évident que le consommateur ou l'hyperconsommateur contemporain, il lui ressemble vraiment pas. Ça, c'est indéniable. Parce que c'était des hommes de culture qui avaient étudié les choses et que le consommateur, il n'a pas besoin d'étudier. Et souvent, il n'a pas forcément envie d'étudier. C'est exact. Néanmoins, probablement jamais aucune civilisation n'a connu des hommes et des femmes qui, en permanence, recherchent des paysages esthétiques, qui aiment voir les belles choses. Et alors là, les exemples, attendez, regardez aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller à un seul endroit sans que les gens prennent des photos. Prendre des photos, pourquoi faire? Pour rien. Pour rien. Simplement les mettre sur Facebook, les envoyer à ses amis. Ça n'a aucune utilité vitale, rien. C'est un pur plaisir à la fois communicationnel et un peu esthétique. Le goût du paysage, comme vous le savez, c'est une invention relativement moderne. Les hommes n'ont pas toujours contemplé les paysages. Contempler un paysage, c'est typiquement une attitude esthétique. Aujourd'hui, la création pioche dans notre patrimoine commun de l'humanité. Et comprendre les cultures, c'est difficile de le faire si on n'a pas une sensibilité aux créations. Les enseignements artistiques, créatifs, etc. sont, je pense, de plus en plus nécessaires dans les business schools parce que tout le capitalisme de consommation, maintenant, a à faire avec ça. Et je crois que avoir une sensibilité esthétique, aujourd'hui, c'est pas un caprice. Avant, on disait que c'était une sorte de danseuse, mais pas du tout. Aujourd'hui, ça peut être capital pour les agences de publicité, pour les produits industriels, dans tous les domaines, il y a cette dimension-là. Et donc, je crois que nous avons à réévaluer la place de l'art, la place de l'esthétique dans les formations scolaires. Je crois que c'est nécessaire et juste sur le plan humain, et c'est bon également, je pense, pour nos économies qui devront de plus en plus tirer vers le qualitatif, vers les choses belles, pour pouvoir l'emporter dans la compétition internationale.